Voilà, donc j'ai le plaisir d'accueillir maintenant notre collègue député Luc Châtel, et bien sûr ancien ministre de l'Éducation nationale. Compte tenu de son objet, la Commission a souhaité entendre plusieurs anciens ministres de l'Éducation nationale. Vous avez exercé ces fonctions rue de Grenelle de juin 2009 à mai 2012. À compter de 2010, votre portefeuille s'est d'ailleurs élargi à la jeunesse et à la vie associative. Auparavant, après avoir été élu député en 2002, vous avez intégré en 2007 le gouvernement comme secrétaire d'État en charge de la consommation, du tourisme puis de l'industrie. Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié dans le recueil des travaux de commission, accessible en version papier sur le site internet du Sénat. Je n'apprendrai pas aux parlementaires que vous êtes que le formalisme des commissions d'enquête conduit à demander aux personnes entendues de prêter serment. Je suis donc également tenue de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, Monsieur le ministre, chers collègues députés, je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations durant une dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Grosperrin et les membres de la commission qui le souhaitent pourront vous poser des questions. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues parlementaires. Je veux dire que je suis très heureux de retrouver cette maison, et en particulier ceux parmi vous qui connaissent bien les questions d'éducation, avec lesquels j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler pendant 3 années rue de Grenelle, toujours dans un esprit d'ailleurs constructif. Je voudrais vous faire partager un certain nombre de réflexions sur la thématique qui vous anime, pour vous expliquer peut-être le cap qui a été le mien sur ces questions complexes, particulièrement d'actualité, dont vous avez souhaité vous saisir dans le cadre de votre commission d'enquête. Je considère, et je l'avais dit devant vous à plusieurs reprises, que l'école doit remplir 3 missions. Instruire, éduquer, insérer professionnellement. Alors si la dernière de ces missions a longtemps été considérée comme secondaire, à tort, je crois, on peut, je pense, partager ce constat, que la deuxième, éduquer, a eu tendance à s'effriter, sans doute après les années 68. Et mon ambition dans ce ministère, l'ambition du quinquennat de 2007 à 2012, a été de refaire de l'école le foyer de la transmission des valeurs civiques et morales. Je considère qu'il en va de la cohésion de la nation, et encore une fois, l'actualité récente l'a rappelé. J'avais à cœur, durant mon passage dans ce ministère, de relever au niveau de l'école le défi de la crise morale qui, à mon sens, traverse tout notre pays. Elle se traduit notamment par l'affaiblissement des symboles de la nation, elle se traduit par l'affaiblissement aussi de règles de vie en société, parfois de l'effacement, ce qu'il est convenu d'appeler entre le bien et le mal. On peut débattre longtemps, et vous avez un philosophe avant moi qui aurait été bien plus percutant que moi dans ce domaine. J'ai donc engagé un certain nombre de dispositions, de mesures, parce que je souhaitais que l'école redevienne finalement ce qu'elle a été de meilleur, au temps de Jules Ferry et de ses successeurs, le creuset de la nation. Une école, donc une nation fondée sur le savoir, sur la méritocratie, sur l'adhésion à des valeurs communes. Alors je voudrais rapidement énumérer les mesures que j'ai prises rue de Grenelle et qui illustrent cet axe, cette priorité. Dans un premier temps, j'ai souhaité prendre un certain nombre de mesures symboliques pour rappeler ce cadre. L'affichage de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans chaque classe d'école et de collège.
le rappel de la nécessité d'un apprentissage par cœur de l'hymne national en CM1, avec un livret d'accompagnement pour chaque élève, ou encore la promotion des chorales scolaires comme vecteur de la maîtrise de soi et du respect des règles au sein d'un groupe. Voilà quelques gestes symboliques, importants à mon sens, que j'ai eu l'occasion de prendre en tant que ministre de l'Éducation nationale. Puis ensuite, toujours pour remettre un cadre précis dans tous les esprits, j'ai fait rédiger un texte relatif à l'instruction morale à l'école. Il a été publié à la rentrée 2011 au journal officiel. Il rappelait que la construction de l'enfant se fonde sur des principes universels que sont la liberté, la responsabilité individuelle et la distinction, j'y reviens, entre le bien et le mal. Mais surtout, il visait à donner toute sa mesure à l'enseignement d'instruction civique et morale réintroduit dans les programmes de 2008 par mon prédécesseur Xavier Darcos. Par ce texte, je recommandais à chaque maître de consacrer un temps régulier à des lectures, des récits, des événements présentant une problématique morale. Je recommandais aussi l'usage de la maxime, dont les plus emblématiques étaient d'ailleurs proposées en annexe de cette circulaire. L'objectif de l'instruction morale est d'aider chaque élève à édifier, à renforcer sa conscience morale dans des situations concrètes et en référence aux valeurs communes à tout honnête homme. Un livre à destination des maîtres a été également rédigé. Il a été publié par le CNDP pour la rentrée 2012 pour donner aux enseignants de premier degré des références, des pistes pédagogiques pour définir un certain nombre de notions, pour remettre en perspective un certain nombre de questions, de sujets. Un choix de texte philosophique a également été proposé aux enseignants. Troisième élément, j'ai souhaité agir pour que l'école porte haut la valeur de laïcité. Vous vous souvenez que nous avions, en 2004, j'étais à l'époque parlementaire, nous avions adopté une loi importante dans l'histoire de la République, dans l'histoire de la laïcité. Elle s'était faite dans le cadre d'un consensus et j'ai été sollicité dans le cadre de ma mission par des chefs d'établissement ou des directeurs d'école pour étendre ces dispositions de neutralité du service public de l'éducation aux accompagnateurs scolaires. Après une réflexion longue qui a permis d'entendre les uns et les autres, j'ai répondu favorablement à la demande de ces chefs d'établissement et de ces directeurs d'école. Et j'ai donc promulgué, en mars 2012, une circulaire interdisant le port du voile aux accompagnateurs scolaires. Parce que je considérais que lorsqu'on était parent accompagnateur, on participait au service public de l'éducation. C'était d'ailleurs la position du Haut Conseil de l'intégration dans son rapport de 2010. Et que donc, à ce titre, on devait observer la même neutralité que les fonctionnaires du service public de l'éducation nationale. Et je considère que cette neutralité est indispensable à notre service public de l'éducation nationale. J'ai ensuite engagé un certain nombre de mesures qui visaient à restaurer la sécurité dans les établissements scolaires. Souvenez-vous, nous avions organisé en 2010 des états généraux de la sécurité à l'école pour activer en même temps tous les leviers en la matière, aussi bien la création d'équipes mobiles de sécurité pour venir accompagner les chefs d'établissement sous l'autorité des recteurs, mais aussi des modules de formation pour les maîtres à la tenue de classe, formation pour les enseignants, création de ressources en ligne, de formation nationale et académique pour les nouveaux enseignants. Nous avons voulu que la tenue de classe soit renforcée pour les enseignants. Établissement de réinsertion scolaire qui avait pour objectif d'accueillir des élèves dont le comportement nuisait au bon fonctionnement de la classe
Et nous avons adopté une position assez nouvelle sur la question de l'exclusion. Vous savez, la facilité dans les établissements scolaires, c'est de dire cet enfant a un comportement insupportable, nous allons l'exclure. Voilà. Nous avons travaillé sur cette question des procédures disciplinaires, à la fois en rendant automatique l'engagement d'une procédure disciplinaire, mais en limitant les exclusions temporaires et définitives pour éviter le risque de déscolarisation. Et en parallèle, nous avons créé ces établissements de réinsertion scolaire justement pour accueillir des élèves particulièrement turbulents dans l'objectif de les réinsérer dans le système éducatif. Autre volet de la politique qui a été menée et qui vous concerne, nous avons souhaité responsabiliser les parents. Les responsabiliser dans le cadre de l'obligation d'assiduité de leurs enfants. Ça a été le vote de la loi qui a été controversé, mais que je veux défendre ici devant vous, de la lutte contre l'absentéisme scolaire, dite loi Ciotti. Je rappelle que cette loi comportait un dispositif gradué, constamment ouvert au dialogue, à la remédiation, et elle permettait d'alerter les parents, de faire en sorte que les enfants retrouvent le chemin de l'école, mais le cas ultime aboutissait à la suspension des allocations familiales. Et je veux rappeler que lorsqu'elle a été abrogée, cette loi commençait à montrer son efficacité. Mais ce n'est pas le seul point sur lequel nous avons agi pour responsabiliser les parents. J'étais très fier du dispositif de l'école des parents, qui a été créé d'abord dans les Alpes-Maritimes, mais étendu dans d'autres départements, qui avait pour objectif d'accueillir des enfants éloignés de la scolarité de leurs enfants, qui connaissaient mal le système éducatif, souvent issus de l'immigration, connaissaient parfois mal, pratiquaient mal la langue française. Et ce dispositif visait à favoriser d'abord l'acquisition de la langue française à des parents étrangers par les enseignants de leurs enfants, dans le collège de leurs enfants, mais aussi à les familiariser au fonctionnement de l'institution scolaire pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle de parents. Je voudrais enfin citer le dispositif qui avait été expérimenté dans l'académie de Créteil, dénommé Mallette des parents, qui avait pour objectif d'améliorer, de renforcer le dialogue entre les parents et l'école. Je le disais à l'instant, mais trop de parents se sentent éloignés du système éducatif. D'abord parce qu'ils ont eux-mêmes pu être en situation d'échec scolaire ou de difficultés vis-à-vis de l'école, ou parce que, ne connaissant pas bien notre langue, ils redoutent la confrontation vis-à-vis des enseignants. Et donc c'est indispensable de créer ce lien, de le renforcer entre les parents d'élèves et le système éducatif. Voilà, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues parlementaires, en quelques mots, ce que je souhaitais vous indiquer sur les dispositions que j'ai eu l'occasion de mettre en œuvre pendant les 3 années où j'étais au ministère de l'Éducation nationale et qui concernent le spectre, le territoire de travail de votre commission d'enquête. Je suis maintenant évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions.